un des points de questionnement sur cette démarche de partager un protocole soulève en fait deux dimensions. La première, c'est est-ce que c'est un intérêt? Est-ce que c'est vraiment possible de partager entre professionnels qui ont des exercices pluriels, des missions différentes, des formations différentes et donc des cadres de visite à domicile différentes? Est-ce que c'est possible, pertinent de partager un document comme ça qui décrit les mesures d'hygiène? Et la deuxième question, c'était une question de temporalité. Il y a eu une crise. Finalement, la crise, elle était à son pic au moment du confinement. On sort du confinement, tout le monde reprend un peu ses marques. Est-ce que la question de l'hygiène, est-ce que la question de notre formation, de notre information, elle se pose toujours ou est-ce qu'on n'arrive pas un peu après la guerre? Voilà, je vous donne la parole. Alors, je pense que c'est très important de partager les protocoles parce que c'est important de partager le savoir. Ou en tout cas, si ce n'est pas un savoir, parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on sache de sources sûres et avec le recul nécessaire en matière de coronavirus, en tout cas de partager le travail. Ça permet notamment aux professionnels qui veulent élaborer ou qui souhaitent élaborer leur propre protocole de pouvoir avoir une structure et de s'appuyer sur le travail qui est déjà fait. Je pense qu'à chaque type d'intervention, il y a un protocole différent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas envisager une intervention d'un médecin généraliste au domicile de la personne, d'une auxiliaire de vie au domicile de la personne, d'une MAIA au domicile de la personne, de la même manière, puisque la population n'est pas forcément la même, le contact n'est pas le même, les ressources disponibles dans la structure ne sont pas les mêmes. Tout ça fait que, il me semble qu'il y a nécessité à la fois de partage, mais on ne peut pas généraliser un seul outil pour l'ensemble de ces différentes structures. Ça ne me semble pas adapté. Après, ce qui me semble aussi important, c'est peut-être de partager les ressources. Ressources en formation pour les professionnels des structures qui auraient besoin d'avoir une formation sur la thématique de l'hygiène et accès à une forme d'expertise dont les cadres hygiénistes notamment sont dépositaires. Après, est-ce qu'on est après la bataille ou pas? Alors, personne n'a de boule de cristal. Là, la pandémie va plutôt bien. On se dit que probablement, on espère que ça ne se reproduira pas. Après, je pense que cette question de l'hygiène, elle est valable et elle sera valable en dehors de la pandémie parce que il y a toujours un risque, malheureusement, de transmettre des infections manuportées de personne à personne. Et peut-être que cette pandémie peut être l'occasion d'une réflexion large des professionnels qui interviennent à domicile sur le risque d'essaimage en fait, de microbes et sur la nécessité de se former pour limiter ce risque d'essaimage de microbes, quel qu'il soit, coronavirus ou autres microbes. Et puis, c'est l'occasion aussi de réfléchir aux liens qu'on peut avoir pour que les professionnels qui ont besoin d'une expertise, quel lien en fait on peut inventer pour que ces personnes-là, elles puissent avoir accès à l'information qui est nécessaire à la qualité de leur intervention. Totalement d'accord avec ça. Je pense que c'est, ce protocole par exemple, hein, mais est notamment très intéressant parce que ça remet tout le monde en lien et ça remet tout le monde un peu quelque part quand même sur le même plan. C'est-à-dire que quand je vais voir mes patients à domicile, je prends les mêmes précautions que l'auxiliaire de vie et je suis une professionnelle comme l'auxiliaire de vie. Et effectivement, je reviens sur l'idée du décloisonnement. Pour moi, c'est extrêmement important que ce que l'auxiliaire de vie fait au quotidien chez mes patients et qu'elle puisse me faire un retour s'il se passe quelque chose.
Et je pense que l'idée de se dire qu'on partage les mêmes protocoles et qu'effectivement on partage nos savoirs et l'auxiliaire de vie a des savoirs que je n'ai pas, pour moi, c'est une vraie mise en image. Et en plus, ça me permet, alors moi, de me rendre compte de ce que l'auxiliaire de vie doit faire dans son quotidien professionnel. Et pour moi, c'est informatif par rapport à mon patient, puis c'est informatif par rapport à la manière dont elle peut travailler et aux contraintes qui s'imposent à elle. Et du coup, est-ce que je peux lui demander, pas lui demander, comme relais dans ce que moi je prescris. Donc, pour ça, c'est intéressant. Quant à la question de avant ou après la bataille, oui, peut-être un peu après, mais probablement aussi avant, parce que se laver les mains et porter un masque en période hivernale, finalement, si on pouvait garder ça comme idée, ce serait probablement une bonne idée, y compris vis-à-vis de la rhinopharyngite et de la grippe, parce que quand même, la grippe, ça reste quelque chose d'extrêmement grave pour les personnes vulnérables à domicile. Et si à chaque fois qu'on a le nez qui coule, on repensait à se laver un peu plus les mains et on mettait un masque sur le bout de notre nez, probablement on éviterait 2-3 catastrophes. Pour revenir à la question là que vous venez de poser, je pense que c'est intéressant de le reprendre en termes démocratiques quand même. Ça s'est beaucoup posé. Quel est l'impact d'une pandémie de ce type sur une démocratie? Alors au début, ça a été, est-ce qu'un régime autoritaire est mieux placé qu'un régime démocratique pour réagir? Et on a vu certaines personnes dont on pensait qu'elles étaient des démocrates s'extasier de la capacité de la Chine à prendre des mesures drastiques et à se dire que peut-être un pays autoritaire est mieux placé qu'un pays démocratique pour réagir. Je pense que c'est exactement le contraire. L'exemple de l'Allemagne avec son fédéralisme et un ministre fédéral de la santé qui peut pas tout imposer dans l'ensemble des lenders, a utilisé ce caractère-là pour faire des mini-expérimentations dans certains lenders et les appliquer ensuite à d'autres. Mais je pense que le partage d'un protocole commun à l'échelle d'un territoire, c'est extrêmement important d'un point de vue démocratique, c'est-à-dire que à partir du moment où il a été un petit peu co-conçu avec les partenaires et au moment où les partenaires vont pouvoir éventuellement le faire évoluer, y faire intervenir des observations, où on peut avoir le sentiment que c'est quelque chose qui d'une façon ou d'une autre a été co-construit. Je trouve que c'est extrêmement important parce qu'à ce moment-là, ce n'est plus une injonction dont on a le sentiment qu'elle vient d'en haut et de loin, mais que c'est un outil qu'on partage, hein, et le docteur Moreau le disait très bien, quel que soit son statut. Donc ça a aussi un caractère démocratique à ce niveau-là, au sens où c'est un outil partagé qui constitue un repère pour l'ensemble des intervenants, même si bien entendu les uns et les autres vont l'adapter à leur contexte d'exercice, aux spécificités de leur contexte d'exercice et de leurs patients. Et c'est lié à la question du temps, c'est-à-dire que ce travail d'élaboration démocratique d'un outil qu'on met en partage et qu'on va pouvoir éventuellement améliorer, revoir, auquel on peut avoir le sentiment de contribuer d'une façon ou d'une autre, en apportant des retours, ça prend du temps. C'est pas quelque chose c'est plus facile d'édicter d'en haut des recommandations qui vont s'appliquer à tous que de se doter sur un territoire d'un outil commun qui fait la synthèse de l'existant, qui essaie de prendre en compte et de donner parce que votre recommandation, elle a aussi le mérite d'être courte. J'ai vu que certains protocoles, notamment ceux envoyés aux écoles, n'ont pas ce caractère d'économie en quelques pages. C'est beaucoup, beaucoup plus long. Donc, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est clair en un mot, hein? Est-ce qu'il est clair en deux mots? Mais son caractère démocratique, il fait nécessairement il prend un peu de temps à son élaboration et qu'il va aussi vivre dans le temps. Et je suis très sensible à ce que vous dites pour le futur. Effectivement, on a eu une crise d'une gravité exceptionnelle dans un temps relatif qu'on a tous vécu comme étant trop long, mais quand même dans un temps relativement court, et on va être confronté à d'autres crises, la grippe, mais les gastro-entérites aussi. Enfin, il y a tout un tas de situations sanitaires qui sont amenées à se reproduire, et dont si on pouvait avoir
à l'occasion de cette crise très délicate, avoir tiré quelques enseignements et fait vivre une forme de démocratie en santé aussi à ce niveau-là, ça n'aura pas été totalement inutile et on aura peut-être fait ce qui était attendu de nous dans cette situation. Moi, j'insisterai là sur la dimension démocratique de l'outil qui va aussi contribuer à sa légitimité, à son appropriation, à mon avis. Je vous remercie à tous de ces mots de conclusion. Je profite du caractère démocratique qui a été évoqué pour souligner qu'effectivement, il y a eu un nombre de réponses de 35 structures différentes. On a une représentation des services de type SIAD, services d'aide à domicile, réseau de santé, pôle autonomie territoriaux, mandataires judiciaires, différentes associations, des mairies, des CCAS, des centres hospitaliers, des équipes spécialisées Alzheimer, des centres d'accueil de jour, des plateformes d'accompagnement et de répit des aidants, ainsi que des associations de bénévoles. Donc, dans la remise en question du protocole, je trouve que c'est le signe d'une santé démocratique et d'un territoire qui se saisit en tout cas d'un espace de dialogue. Et ça, pour moi, c'est vraiment d'une grande qualité. Je crois que dans cette proposition, il ne faut surtout pas lisser les aspérités et au contraire, il faut qu'on continue à avoir des espaces d'échange et de débat comme ceux-là. D'ailleurs, on n'a pas abordé toutes les questions, parce que certaines questions, à mon avis, relèvent plus du partage d'astuces trouvées par les partenaires les uns et les autres pour mettre en application des règles d'hygiène dans des contextes divers et variés. Et donc, en conclusion et comme mot de la fin, voilà, je voudrais lire 3 autres questions et inviter tous les partenaires qui nous regarderont à partager leurs astuces pour qu'on ait comme ça cette possibilité aussi de transposer parfois les solutions qui ont été trouvées par les uns et les autres. Une première question qui était posée, c'était comment faire pour les services qui utilisent des véhicules personnels et qui sont donc en difficulté pour isoler une zone propre, une zone sale. Voilà, comment on adapte à un véhicule qui n'a pas qu'une fonction professionnelle. La deuxième question, c'était comment je fais pour laisser un maximum d'affaires dans l'enceinte du véhicule, la zone propre, mais en sécurité. Parce que il y a le risque aussi qu'on fracture mon véhicule parce que c'est exposé et visible derrière des carreaux vitrés. La troisième question, c'est comment être rigoureux dans les mesures d'entretien du véhicule après des journées de travail prolongées, finissant à des heures tardives. C'est-à-dire, est-ce raisonnable d'imaginer que quand je rentre à 21h, 22h et encore pour des exercices professionnels, c'est en pleine nuit, je vais vraiment prendre ma lingette, laver mon pommeau et mon volant, etc., etc. Donc voilà, quelles sont les astuces aussi des partenaires qui nous écoutent, partager. Un protocole, c'est une proposition pour animer le débat. Il est loin d'apporter toutes les réponses et fort heureusement. Et voilà, vivons, on a de l'avenir dans nos partenaires. Vraiment, merci à tous.